Votre lycée. Je vais essayer donc de répondre aux questions de Madame Lyon, qui sont de belles questions, riches questions. Est-ce que c'est un livre politique? Je crois que c'est Hannah Arendt qui, dans La crise de la culture, Hannah Arendt est une philosophe de langue allemande. Elle a beaucoup réfléchi au crime nazi, au cas Eichmann notamment. Et Hannah Arendt dit que quand on pense sérieusement au langage, on fait de la politique. Et le langage et la question des origines sont les deux grands thèmes de tous mes romans. J'en ai publié une dizaine, et à chaque fois, je me pose la question de qui est le personnage, de son ontologie, de son identité. Et la réponse, je la trouve à l'aune, à la faveur du langage et des mots dont les personnages, et moi je l'espère, ont la pleine maîtrise. Parce que tout à l'heure, Agnès Lyon évoquait les frontières qui sont très présentes dans ce livre-là, je vous en parle dans un instant, et d'une manière générale, dans la tête d'un professeur lorsqu'il enseigne et qu'il s'abandonne à corps perdu à l'acte de transmission. J'ai une anecdote. Il faut que j'aille vite, donc je vais forcément être un peu caricatural, mais c'est très vrai ce que je vais vous dire ici. J'ai enseigné au lycée Louise Michel à Bobigny pendant quelques années, j'ai adoré, c'est en Seine-Saint-Denis, un lycée difficile, mais des élèves absolument charmants. On était arrivé à peu près à cette période de l'année, et le printemps était là, il faisait beau, je leur dis, écoutez, au lieu de tenir les murs dans la cité, Bobigny c'est pas très beau le secteur où ils habitent, prenez le métro, la ligne 5, Pablo Picasso, c'est le terminus de la ligne 5, vous êtes à 10 minutes à Paris Centre. Et là, vous pourrez aller dans des super beaux endroits comme les jardins du Luxembourg, les buttes de Chaumont, vous êtes amoureuse, vous êtes contente. Oh non madame, on ne va pas y aller, on préfère rester là. Pourquoi? Parce qu'on a honte quand on va à Paris. Pourquoi vous avez honte? Je croyais parce qu'ils n'avaient pas assez de sous, vous voyez, ils ne pouvaient pas aller s'acheter un truc au café. Pas du tout, les sous ils en ont plus que moi parfois même, pas ce qu'il faut. Et, mais ils disaient qu'ils avaient honte parce qu'ils n'avaient pas les mots. Ils n'avaient pas les mots, je ne vais pas vous le faire, mais ils disaient avec notre accent du 9-3, les gens ils nous identifient tout de suite, on est stigmatisés, et bref, on préfère rester là à tenir les murs parce que voilà, comme ça on reste entre nous. Et mes élèves étaient en train, sans s'en rendre compte, de reproduire la métaphore qu'emploie qu'invente déjà Platon dans La République. Il dit qu'il y a ceux qui sont dans la cité, c'est-à-dire Athènes, la ville des Grecs, ceux qui parlent la langue de l'académie, c'est-à-dire un grec normé, on se comprend. Et à l'extérieur de la cité, ceux qui ne possèdent pas cette langue de l'académie, Platon les nomme les barbares. Hein. Il ne s'agit pas de violence ici physique, il s'agit de violence linguistique, de mésestime de soi, d'incapacité à créer le lien parce qu'on n'a pas les mots. Et mes élèves étaient en train de me dire qu'ils étaient des barbares. Et ça, vous avez envie de pleurer quand vous êtes professeur, et quand vous êtes dans l'acte de transmission, vous faites tout, à chaque fois que vous allez bosser, et que vous rentrez dans la classe, pour que les élèves aient un maximum de mots, qu'ils prennent le métro ligne 5 et qu'ils aillent se promener à Paris ou ailleurs, en tout cas qu'ils se déghettoisent linguistiquement, parce qu'on parle souvent des ghettos architecturaux, ils existent bien sûr, il y en a d'infâmes, mais je crois que le pire de tous, c'est le ghetto linguistique, celui où on reste avec celui qui parle comme nous dans une même promiscuité linguistique, et on n'a pas suffisamment de mots pour pulvériser ce ghetto, c'est faire tomber ces barrières et ces murs et ces lignes imaginaires et aller vers l'autre. Et à l'heure des communautarismes, vous voyez bien ce que peut préfigurer ce type de frontières abominables. Et tout commence avec le langage. Et la fierté de soi, et la capacité à pouvoir dire le monde et à se dire, à penser pour pas que quelqu'un pense à votre place, tout ça, ça commence par le langage dont on a la pleine maîtrise. Et donc, étant absolument persuadée de toutes ces choses-là, là on commence déjà à faire de la politique, au sens où Arendt l'entend, j'aime beaucoup faire basculer dans la fiction à un moment donné un propos qui peut être celui de mes essais, dont on a parlé en introduction, et comme par hasard, Bénédicte, le héros de mon roman Bénédicte, avec ou sans E, est professeur de littérature comparée. Et vous connaissez le principe de la littérature comparée,
C'est en fait une très belle méthode littéraire et scientifique à la fois qui consiste à travailler autour d'un thème, mais dans des textes de différentes langues. Et le principe même de la littérature comparée, c'est un principe qui permet de suturer les mondes entre eux, de faire en sorte que l'Orient et l'Occident, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest dialoguent. Et ça, chez moi, c'est une véritable obsession. C'est Lucian Freud, l'arrière-petit-fils du grand psychanalyste Sigmund Freud, qui était peintre et qui disait, moi, quand je peins une table blanche en formica, enfin, il parlait d'une chaise en fait, il disait, je fais un autoportrait, je peins un autoportrait. Quels que soient les sujets dont je m'empare pour la fiction, en fait, je crois que je parle jamais que de moi, mais de façon détournée. Et Bénédicte Laude est professeur, comme moi, et Bénédicte Laude vit la moitié de sa vie en Suisse, là où moi je suis née, et l'autre moitié du temps en Iran, là où j'aurais pu vivre si ma mère biologique ne m'avait pas abandonnée à la naissance et n'était pas allée accoucher en Suisse pour m'y laisser, afin que mes parents français puissent m'adopter et m'offrir une vie possible, parce que ma mère biologique était une fille-mère. Elle avait un chéri dans les années 70 à Téhéran, hors mariage. Vous êtes morte, le bébé et la mère. Hein. Donc voilà, c'était assez compliqué. Donc forcément, dans ce livre-là, je règle mes comptes avec une certaine matière autobiographique, mais il est toujours plus intéressant de confier à des personnages et à la fiction romanesque son propre destin, pour justement mieux le maîtriser et que celui-ci vous fasse un peu moins peur. Parce que, évidemment, l'origine, l'Iran, est quelque chose qui me terrifie complètement, étant donné l'histoire bizarre qui est la mienne, et je me consolide, je tiens debout grâce à la littérature. Elle est mon fil à plomb. Et je crois que parvenir à dire les choses, c'est pour moi un luxe au quotidien qui me permet justement d'avoir moins peur par rapport à des grandes interrogations, des grandes angoisses originelles qui sont là au départ. Un abandon, ces choses-là, c'est une adoption, c'est pas simple. Mais c'est pas le sujet, ça c'est déjà mou la nuit. Donc, mon personnage, je vais venir à la question de la musique dans un instant, et je vous lirai un passage justement pour faire entendre la musique du texte. Je rebondis sur un mot très fort qui appartient au lexique de la psychiatrie qu'a employé Madame Lyon il y a un instant. Madame Lyon disait que l'Iran était un pays schizophrène. C'est vrai, c'est un pays complètement double où vous vivez sans arrêt dans le mensonge. Il y a par exemple l'Andarouni, c'est à l'intérieur de la maison, le Biruni, c'est à l'extérieur de la maison. Dans l'Andarouni, vous pouvez boire de l'alcool, fumer des joints, avoir des copains, des copines, plusieurs partenaires, écouter de la musique satanique si ça vous chante. La musique satanique, c'est la musique, le rock américain, tout ce que vous voulez. Mais c'est chez vous. Vous pouvez montrer vos cheveux si vous êtes une fille. Pas besoin de porter de hijab, ni avoir des trucs qui descendent jusqu'aux genoux pour pas qu'on voit vos jambes, bref. Mais si vous êtes à l'extérieur, dans l'Andarouni, là vous êtes obligé de montrer profil bas. Si vous avez un amoureux, il est hors de question de lui faire même un petit bisou sur la joue. Il est hors de question même de le tenir par la main. C'est pas évident. Un Bassidji, un gardien de la Révolution, peut venir vous attraper et vous dire que vous avez un comportement indécent et vous allez en prison. Et évidemment, pas une goutte d'alcool, on ne fume pas, on n'écoute pas de musique. Bref, c'est un pays où les gens passent leur temps à se cacher, à avoir une double vie et à mentir. Et la jeunesse, par exemple, parce que vous êtes amoureux, quand vous avez 17 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est Arthur Rimbaud, quand vous êtes amoureux, vous quittez la ville, où vous êtes écrasé à Téhéran par une espèce de chape de plomb, vous prenez le téléphérique ou la moto et vous montez dans les hauteurs de la ville de Téhéran, dans les montagnes de l'Elbourz, et là, les jeunes se retrouvent, échangent les cartes de visite, les adresses, les numéros de téléphone, et flirtent. Mais il faut échapper. Vous voyez, il y a une espèce de verticalité comme ça, deux mondes aussi qui s'opposent, celui du bas, celui du haut. Bon, tout est comme ça en Iran, c'est très pénible. Et moi, puisque je voulais parler de ce pays-là, pour justement l'apprivoiser et qu'il me fasse moins peur, j'ai confié à un personnage la mission d'incarner l'Iran schizophrène. Et j'en viens donc à Bénédicte Laude, qui déjà est double
puisqu'il il travaille en littérature comparée et donc dans des langues différentes. C'est un personnage qui est double parce qu'il vit la moitié du temps et à Lausanne. L'hiver, il enseigne à l'université à Lausanne. Et au printemps, à la fête de Mourouz, qui a eu lieu il y a quelques temps là, il prend l'avion et il va enseigner à l'université de Téhéran. C'est un personnage qui voit... Ça, je vais vous le dire après. Bon. Je reviens à un idée que j'avais précédemment. Donc, moitié du temps en Suisse, en Occident, moitié du temps en Orient. Quand vous lisez le livre, la première moitié du livre, vous tombez sur des phrases qui présentent le professeur comme étant maître Laude. Maître Laude, et donc on a affaire, habillé avec des costumes, on a des garçons, on a affaire à un homme, apparemment. Mais quand maître Laude se présente à l'aéroport et montre ses papiers d'identité au printemps pour prendre l'avion en Suisse et partir à Téhéran, où il est attendu pour enseigner la littérature comparée dans son pays d'origine, quand maître Laude présente ses papiers d'identité, eh bien, la douanière, qui l'avait trouvé vachement mignon, le garçon dans la file d'attente, elle est un peu dégoûtée parce qu'elle voit sexe de point F. C'est vous? Oui. Et en fait, c'est une fille. Et quand vous allez en Iran, ça n'est pas possible, si vous êtes une fille, de vous balader les cheveux au vent, et puis de vous travestir en plein jour, comme ça, ça se passerait extrêmement mal pour vous. Et donc, pour aller enseigner officiellement en plein jour, je dis en plein jour exprès, vous allez comprendre pourquoi, en plein jour à l'université de Téhéran, Bénédicte, eh bien, doit se montrer telle qu'elle est, c'est-à-dire une femme, et montrer ses papiers d'identité de femme, et dès qu'elle descend de l'avion, si vous allez en Iran un jour, vous verrez, c'est comme ça qu'on fait, quand l'avion commence à descendre, vous regardez autour de vous dans l'avion, toutes les femmes commencent à mettre le hijab. Quand vous êtes en zone neutre, quand vous êtes là-haut, vous pouvez encore avoir les cheveux libres, mais quand ça commence à descendre, vous commencez à mettre le truc, c'est très très bizarre physiquement. Et vous descendez, et quand vous êtes dans l'aérogare, dehors, sur le tarmac iranien, là, vous avez les cheveux couverts, vous avez le hijab et la tenue un peu couvrante et tout. Bon, bref. Et donc, elle est obligée de faire ça. Mais elle ne supporte pas de faire ça. Évidemment qu'elle ne supporte pas de faire ça. Elle retourne en Iran parce qu'elle veut, c'est son pays d'origine, et elle veut donner à l'Iran ce que tout l'Orient, elle veut donner à l'Iran tout ce que l'Occident lui a appris en termes d'émancipation, de liberté, même si tout n'est pas du tout rose et acquis. En Occident, on est bien d'accord, mais c'est quand même un peu mieux que ce qui se passe là-bas. Et donc, elle retourne là-bas. Quand elle est dans l'amphithéâtre devant des jeunes filles voilées jusqu'aux dents et des garçons qui rigolent parce qu'elle a des propos un peu rock'n'roll, vous voyez, elle ronge son frein, elle est là, elle transmet, corps perdu. Et la nuit, Bénédicte Laude a rasé ses cheveux, elle s'habille en garçon, elle fume cigarette sur cigarette, et elle sort dans la rue, travestie en homme, faire l'expérience de sa liberté. Et elle prend des risques terribles. Et un jour, je ne vous dis pas ce qui se passe, elle se fait attraper. Et ça se passe très très mal pour elle. Mais elle s'en sort quand même. Donc, il y a le double qui est l'Occident, l'Orient, le masculin, le féminin, le noir et le blanc aussi. Parce que c'est un livre que j'ai écrit en noir et blanc. Pourquoi ? J'ai l'un de mes étudiants à la Sorbonne Nouvelle, qui se prénomme Arnaud, brillant étudiant. Maintenant, il est grand, c'est plus mon étudiant, il écrit des pièces de théâtre, entre autres. Et puis il me dit, Cécile, tu sais, en fait je vois en noir et blanc. Je dis, oh, c'est quoi cette histoire? Il me dit, je suis épileptique, et j'ai eu des cristelles quand j'étais enfant, que j'ai eu neurologiquement quelque chose qui s'est mis à dysfonctionner. Un jour, j'ai perdu la notion des couleurs. Je ne vois plus qu'en noir et blanc. Et peut-être qu'un jour, ça reviendra si j'ai un autre choc, une autre crise, mais je n'ai pas trop envie, me dit-il. Je lui dis, Arnaud, écoute, est-ce que tu m'autorises à prendre ton cas de noir et blanc pour mon personnage? Parce que ça m'arrangerait vachement que mon personnage double, voit que en noir et que en blanc. Et donc, il m'a dit, bah oui, vas-y. Et donc, Bénédicte Laude, puisque c'est le point de vue interne qui marche et que vous voyez tout le paysage du roman, la plupart du temps, vous le voyez à travers ses yeux, à lui ou à elle, eh bien, vous voyez un paysage en noir et blanc. Parce que Bénédicte Laude a souffert de crise d'épilepsie à l'âge de 13 ans. Bénédicte Laude n'est pas née en Suisse. Bénédicte Laude est née en Iran. Jusqu'à l'âge de 13 ans, cette petite personne qui avait un papa pasteur
suisse et une maman iranienne, couple mixte aussi. Ça rappelle vaguement ma propre histoire. Mes parents étaient un couple mixte aussi adoptif, franco-kabyle. Le couple a eu l'enfant à Téhéran. Tout se passe bien. Et la petite personne qui est Bénédicte se fiche complètement de savoir si elle est une fille ou un garçon. Elle est le monde entier, elle est la terre entière, elle est le ciel, la terre, l'eau, le feu, elle est tous les éléments. Vous savez un peu cette impression de magie qu'on a quand on est gamin et qu'on n'a pas une étiquette qui vous dit « toi t'es ça, toi tu seras ça ». Bon, elle est libre. Et un jour, parce qu'elle est en Iran, à 13 ans, quand elle commence avec une petite jeune fille, on lui colle un hijab sur la tête. Et ça la rend tellement cinglée qu'elle se met à convulser, quoi. Elle développe des crises d'épilepsie épouvantables qui lui feront donc avoir ce problème de vue et ses parents totalement traumatisés. On est un peu avant la Révolution, on est dans les années 60... non, excusez-moi, on est juste après la Révolution, on est dans les années 83. Il est encore possible de sortir de l'Iran, ils se débrouillent pour avoir un visa et ils vont vivre au pays du père, en Suisse, pour pouvoir soigner la gamine correctement. Et c'est là donc qu'elle va grandir, qu'elle va aller à l'école, à l'université, mais elle a envie de revenir avec toute cette histoire très chargée en Orient pour y accomplir son destin. Voilà, donc un monde double, un personnage double qui est presque l'allégorie, l'incarnation de l'Iran moderne aujourd'hui, qui est décrit vraiment dans la deuxième partie du livre. Alors, la question de la musique, je regarde ma montre, ça passe si. La question de la musique, alors dans la thèse de doctorat, j'avais travaillé sur un autre personnage, un peu du double, du trouble, un truc un peu dégoûtant aussi. Il y avait l'androgyne, mais il y avait aussi l'hermaphrodite. C'est encore autre chose. L'hermaphrodite est souvent en art représenté à travers la sculpture, la matière, le marbre. Vous avez déjà vu l'hermaphrodite au musée du Louvre? Vous avez une petite surprise, hein, si vous voulez. Je vous dis rien, vous vous rire, ça va me faire drôle. L'hermaphrodite, c'est une créature qui a un corps à la fois femme, vous dites waouh, super fille, et quand vous regardez au milieu, vous voyez aussi que c'est un monsieur. Et là, vous avez un choc. C'est les métamorphoses d'Ovide, hein, c'est Ovide qui raconte cette histoire. Vous regarderez ce que c'est que l'histoire d'hermaphrodite, c'est terrible. Et souvent, c'est la matière, le marbre qui montre, qui donne à voir hermaphrodite. L'androgyne, ça vient de Platon, c'est dans le banquet de Platon. Vous connaissez la fable des androgynes. Hein, l'homme au début, l'être humain, au temps des mythes, il y a très très longtemps, était double. Andro, jeune homme, guinée, femme. C'était des titans, 2 têtes, 4 bras, 4 jambes, hyper orgueilleux, ils escaladent l'Olympe pour prendre la place de Zeus. Zeus, il dirait non, je ne vais pas prendre ma place, c'est moi le dieu. Hein. Donc il demande à Apollon, de les couper en 2. Les moitiés sont hyper tristes, elles sont séparées, alors elles se recherchent. Parfois même, elles meurent de fatigue et de tristesse à force de se rechercher. Mais de temps en temps, c'est très rare, elles se retrouvent. Et là, elles se reconnaissent. C'est coup de foudre. Voilà. Et elles refusionnent, c'est un truc dégoûtant, c'est un truc de fornication. Hein. Et elles se remettent ensemble et elles sont très heureuses. Et c'est Aristophane, qui est un peu un bouffon chez Platon. Hein. Platon n'aime pas trop Aristophane, qui raconte cette histoire. Parce qu'on lui a demandé, mais pourquoi les hommes et les femmes sont malheureux en amour la plupart du temps? Mais il dit, c'est parce qu'ils ne sont pas avec leur bonne moitié. En général, vous n'êtes pas avec votre bonne moitié, celle d'avant la coupure. Bon, et donc, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la figure de l'androgyne, qui était plus un truc bizarre comme ça, mais qui était très présente dans les textes décadents de la fin du 19e siècle, qui sont ma période de prédilection. Et de personnages très bizarres. Hein. Autant l'hermaphrodite est un peu empêché, un peu ridicule, autant androgyne, c'est le dandy, Oscar Wilde, truc un peu mystérieux, un peu flippant. Hein. Et l'androgyne, quand il s'agit de le représenter dans un art, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait une thèse là-dessus, donc j'ai un peu compris, très souvent, il est signifié à travers la musique. Parce que la musique est quelque chose de totalement impalpable, immatériel, sans frontières. Quelque chose qui se dissout. Et c'est tout à fait symbolique de cette créature dont on ne sait pas trop si c'est une fille, si c'est un garçon, si c'est bon, si c'est mauvais. Moi, mes personnages décadents, mes androgynes décadents étaient très méchants, pas très sympathiques. Mais le mien, là, il est plus du côté de l'androgyne romantique, comme on parle dans un très beau roman, Balzac. Le roman s'appelle Séraphitus Séraphita. Voilà. Hein. Et j'ai été très influencée par ce roman,
C'est l'histoire d'un personnage angélique, pas du tout maléfique. On ne sait pas trop si c'est une fille ou un garçon, et ce personnage inspire des passions terribles à ses étudiants, et tout le monde est dingue de lui, et les filles et les garçons. Bah oui, forcément, parce qu'on ne sait pas trop à qui on a affaire. Et Bénédicte provoque ce genre de truc chez un couple, il y a des personnages secondaires, un couple d'amoureux, Nadir, qui est iranien en plus, et Angélique, sa copine, ils sont ensemble, mais tous les deux, ils en pincent pour le maître. Seulement Nadir, qui est iranien et qui est hyper macho et qui est hyper homophobe, il est très mal à l'aise face à son maître parce qu'il se sent attiré par lui. Il ne comprend pas pourquoi. Parce que mince, il ne peut pas être amoureux d'un homme. Lui, qui est un homme. Mais il sent que Bénédicte, c'est autre chose que ça. Et bon, c'est avec Nadir qu'en Iran, ça se passe très mal en fait. Mais, vous lirez. Ça se passe très mal. Mais Bénédicte en sort grandi, mais bon, fallait du cran. Donc j'ai 10 secondes pour vous lire juste. Bon, ça vous casse peut-être les pieds que je vous lise le passage. Ils sont bien élevés. Bon, juste sur la musique. On est à la fin. Bénédicte a vécu quelque chose de terrible avec Nadir, mais elle en est sortie grandie. Seulement Bénédicte, elle en a un peu marre de l'Iran, un peu marre de vivre des choses épouvantables. Elle va retourner en Suisse, retrouver son amoureux, Pierre, parce que Bénédicte, qui est une fille, elle est amoureuse d'un garçon, Pierre, absolument charmant. Et elle va se reposer un peu. La guerre sainte, dit-elle, est terminée, et elle dit au revoir à sa voisine de palier qui s'appelle Helga Müller, une Allemande perdue à Téhéran, qui joue de magnifiques nocturnes de Chopin. Et là, elle entend les notes que joue pour elle Helga pour lui dire au revoir. Donc juste une page sur la musique. Un chapitre qui s'appelle Charme. Charme, chante. Helga accompagne pour la dernière fois Bénédicte en musique. Elle joue pour elle le poème nocturne, opus 61, c'est pas Chopin, c'est de Scriabine, tandis que la nuit recouvre Téhéran d'un crêpe sombre. À minuit, Bénédicte ne sortira pas habillée en garçon. Ce qu'elle entend suffit à son impatience. À 13 ans, Bénédicte ne savait pas quoi faire de la beauté du monde. La beauté la dépassait, la submergeait. C'était une douleur. Alors toute sa vie, elle a calculé, raisonné, tenté de tout contrôler jusqu'à son corps, quitte à en crever, pour comprendre et avoir moins peur. Ce soir, elle s'autorise à se laisser envahir par ce qui est incompréhensible. La mer est devenue miel, elle a oublié les livres, elle sait, elle voit, et c'est bon. La musique est un charme, un principe dilué, nocturne, insaisissable, sans contour ni consistance. L'énigme de la beauté n'est jamais résolue par la musique. Au contraire, elle l'énonce à l'infini. La musique, appauvrie, délire suave, rend perplexe. Bénédicte est à elle seule deux moments musicaux. Bénédicte parle à Bénédicte. Cette musique intérieure se joue de soi vers soi, de soi pour soi. L'être musical n'entame pas de dialogue avec l'humanité. Ceux qui croisent Bénédicte ou Bénédicte ne perçoivent de son être que ce qu'ils sont en mesure de deviner ou d'entendre, c'est-à-dire peu de choses. L'essentiel leur échappera toujours. Comme la musique, Bénédicte et Bénédicte ne signifient rien de précis, rien de démontrable. Et par là même, Bénédicte et Bénédicte veulent absolument tout dire. Le jour, la nuit, l'eau, le feu, le ciel, la terre, la vie, la mort. Bénédicte et Bénédicte s'adressent au grand monde qui n'est pas encore en mesure d'entendre ce que cette merveilleuse personne a à lui révéler. Alors, Bénédicte et Bénédicte vont se taire un moment, le repos est nécessaire, le silence est invoqué. Néanmoins, ce dialogue rentré, muet,
inaudible aura permis la connaissance de soi. La musique intérieure couronne cette victoire, car il s'agit d'un sacre, celui d'une accession à soi-même. Bénédicte et Bénédicte savent qui ils sont. Bénédicte et Bénédicte vont pouvoir continuer à vivre sur la portée d'une partition accrochée à un coin du ciel. Voilà, c'était le passage sur la musique. Et maintenant, il faut que vous me posiez des questions. Ça va très très vite. J'ai essayé d'être exhaustive et évidemment, je ne l'ai pas été. Mais n'hésitez pas, j'adore parler aux jeunes lecteurs. Voilà. Et si vous n'avez pas lu, c'est pas grave, vous pouvez même me poser des questions sur la littérature en général, sur la création, sur l'Iran peut-être, qui est un pays quand même. Est-ce qu'il y a des élèves iraniens ici? Non, ça aurait pu. Oui, j'y suis allée, pas beaucoup, mais j'y suis allée quand au début des années 2000, pour la première fois, et puis j'y vais de temps en temps. Souvent à la période de Noël, l'hiver, parce que moi l'hiver, quand on est habillé avec son fichu et son gros manteau, c'est supportable, mais l'été il fait 60 degrés à l'ombre. Là, moi, je suis en Corse à la plage, en maillot de bain. Voilà. Non, pas... Oui. Donc, merci pour tout ça. Et donc, il y avait une question. Vous disiez que dans vos romans, vous aimiez beaucoup faire une comparaison entre la culture occidentale et orientale, notamment. Mais est-ce que vous avez déjà comparé avec d'autres cultures, par exemple les cultures slaves, africaines Alors, j'aime beaucoup ces portions de territoire-là, le monde slave, et le Moyen-Orient, ce sont des géographies où je me balade volontiers quand j'écris. C'est d'ailleurs assez édifiant, enfin éloquent plutôt édifiant. Dans le livre dont Agnès parlait tout à l'heure,